Certaines décisions changent une vie en une seconde. Victorine venait de prendre la sienne. La lettre tremblait entre les doigts de Victorine Dubois-Martel comme une feuille de vigne battue par le Mistral. Assise dans le petit bureau poussiéreux du domaine des Rossignols, elle relisait pour la 5e fois les chiffres impitoyables. Montant total de la dette, 847 000 €. Délai de règlement, 60 jours. Son père était mort depuis 3 mois, emportant avec lui tous les secrets de sa gestion désastreuse. Les créanciers n'avaient pas attendu la fin du deuil pour frapper à leur porte comme des vautours affamés. « Victorine !» La voix douce de sa mère résonna depuis la cuisine. « Le déjeuner est prêt, ma chérie. » Elle ferma les yeux, respirant l'odeur familière de la lavande qui montait du jardin. Comment annoncer à maman que dans 2 mois, elle n'aurait plus de toit? Que les vignes centenaires plantées par son arrière-grand-père seraient vendues aux enchères? Que ses frères jumeaux, Bastien et Théo, ne pourraient plus terminer leurs études? Le téléphone sonna, la faisant sursauter. Elle, écran, affichait un numéro inconnu. Mademoiselle Dubois-Martel, une voix masculine, froide et mesurée. Maître Beaumont, notaire à Châteauneuf-du-Pape. J'aimerais vous rencontrer concernant une proposition qui pourrait résoudre votre situation financière. Victorine sentit son cœur s'emballer. Quel genre de proposition? Il s'agit d'un arrangement. Mon client souhaite vous rencontrer demain, 14 heures précises, à mon étude. Venez seul. Un arrangement. Le mot résonna dans sa tête comme un glas. À 28 ans, elle avait déjà sacrifié sa carrière de professeur de littérature à Paris pour s'occuper de ses parents vieillissants. Elle avait renoncé à l'amour quand Rémi l'avait quittée, incapable de supporter sa famille trop accaparante. Maintenant, quel nouveau sacrifice allait-on lui demander? Le lendemain, sous le soleil implacable de la Provence, Victorine se tenait devant l'imposante étude notariale. Ses mains moites serraient le sac en cuir râpé de sa grand-mère. Elle portait sa seule robe correcte, noire, simple, qui lui donnait l'air d'aller à un enterrement. Était peut-être le cas. L'homme qui l'attendait dans le salon feutré lui coupa le souffle. Grand, la trentaine, des cheveux châtains foncés impeccablement coiffés, il se tenait dos à elle devant la fenêtre, observant les vignobles qui s'étendaient à perte de vue. Son costume sombre taillé sur mesure trahissait une fortune considérable. Mademoiselle Dubois-Martel, il se retourna lentement. Ses yeux d'un bleu glacial la scrutèrent avec l'attention clinique d'un œnologue évaluant un cru. Saint-Maximilien de Montclair. Le nom résonna comme une gifle. Tout le monde en Provence connaissait les Montclair, la famille qui possédait les plus beaux châteaux viticoles de Châteauneuf-du-Pape depuis des générations. Qu'est-ce qu'un homme comme lui pouvait bien vouloir d'une fille de vignerons endettés? Asseyez-vous, je vous prie. Sa voix était polie, mais dénuée de chaleur. J'ai une proposition à vous faire. Une proposition qui nous serait mutuellement bénéfique. Maître Beaumont tout sauta discrètement. Monsieur de Montclair souhaite vous épouser, mademoiselle. Le monde chavira autour de Victorine. Pardon? Maximilien s'assit en face d'elle, croisant les mains avec une précision mécanique. Mon grand-père était un homme traditionnel. Son testament stipule que je ne peux hériter pleinement du château de Montclair qu'à condition de être marié avant mes 34 ans. J'en ai 33. Et pourquoi moi? La question sortit de sa gorge comme un murmure rauque. Pour la première fois, quelque chose vacilla dans le regard de Maximilien, une microseconde d'humanité avant que le masque ne se remette en place. Vous avez besoin d'argent, j'ai besoin d'une épouse. Nous signerons un contrat de 2 ans. Vous jouerez le rôle d'une épouse aimante en public, vivrez au château, et en échange, toutes vos dettes seront réglées. Plus une somme confortable pour assurer l'avenir de votre famille. Combien? Le mot lui échappa malgré elle. 1 million d'euros. L'air lui manqua. 1 million. De quoi sauver le domaine, payer les études de ses frères, offrir une retraite paisible à sa mère, et après les 2 ans, divorce à l'amiable. Vous reprenez votre vie, je garde mon héritage. Chacun y trouve son compte. Victorine regarda ses mains tremblantes. Était-elle vraiment en train d'envisager de vendre sa liberté? Son rêve d'amour véritable? J'ai besoin de réfléchir. Bien sûr. Maximilien se leva, boutonnant sa veste avec des gestes mécaniques. Vous avez jusqu'à demain soir. Mon chauffeur vous reconduira. Dans la Mercedes silencieuse qui filait entre les vignes dorées, Victorine ferma les yeux. L'image de sa mère comptant et recomptant les derniers billets pour acheter du pain lui serra le cœur. Les visages fatigués de ses frères qui travaillaient au champ après les cours pour aider la famille. Ce soir-là, dans son petit lit d'enfance, elle contempla les étoiles à travers la fenêtre ouverte. Quelque part là-haut, brillait peut-être l'étoile de son père. Que lui conseillerait-il? « Papa » chuchota-t-elle dans le silence de la nuit provençale. «
Donne-moi un signe. Le Mistral souffla doucement dans les cyprès, comme une caresse d'adieu. Et Victorine sut qu'elle venait de prendre la décision la plus importante et la plus terrifiante de sa vie. Demain, elle deviendrait Madame de Montclair. Mais pouvait-elle vraiment imaginer que ce mariage de façade allait bouleverser son cœur d'une manière qu'elle n'avait jamais osé rêver? Il y a des « oui » qui résonnent comme des coups de tonnerre et d'autres qui tombent comme une larme sur du velours. Le lendemain matin, Victorine se réveilla avec l'impression d'avoir avalé du sable. Elle avait passé la nuit à tourner dans son lit, pesant chaque aspect de cette proposition insensée. À 6 heures, elle abandonna tout espoir de sommeil et descendit préparer le café dans la cuisine familiale. Sa mère était déjà là, debout devant la fenêtre, ses cheveux gris rassemblés en un chignon défait. Elle portait la vieille robe de chambre en coton que Victorine lui avait offerte il y a 5 ans. Un luxe à l'époque, aujourd'hui un rappel de temps meilleur. « Tu n'as pas dormi, ma chérie ?» Isabelle Dubois se retourna, ses yeux fatigués scrutant le visage de sa fille. « Juste, beaucoup de choses en tête, maman. » Les dettes? Le mot tomba comme une pierre dans l'eau calme du matin. Victorine faillit lâcher la cafetière. « Tu sais, ma chérie, j'ai 62 ans, pas 6. Je vois bien les lettres que tu caches, les coups de téléphone auxquels tu réponds en sortant de la pièce. » Isabelle s'approcha, posa une main douce sur la joue de sa fille. « Ton père et toi, vous avez toujours voulu me protéger, mais une mère sent quand ses enfants souffrent. » Les larmes montèrent aux yeux de Victorine. « Maman, Combien ? 847 000 €. Isabelle encaissa le chiffre sans broncher, mais ses épaules s'affaissèrent imperceptiblement. « Mon Dieu, Louis, qu'as-tu fait ?» murmura-t-elle en regardant vers le ciel. « Ne t'inquiète pas, j'ai une solution. » Les mots sortirent tout seuls, avant que Victorine puisse les retenir. Quelle solution? Comment expliquer à sa mère qu'elle envisageait de se vendre comme du bétail? Quelqu'un m'a proposé de l'aide. Qui? Et en échange de quoi? L'instinct maternel avait flairé le piège. Avant que Victorine puisse répondre, des pas lourds résonnèrent dans l'escalier. Bastien et Théo débarquèrent dans la cuisine, cheveux en bataille, encore en pyjama. À 19 ans, les jumeaux gardaient cette insouciance que Victorine leur enviait parfois. « Salut Frangine !» Bastien l'embrassa sur la joue avant de fouiller dans le frigo presque vide. « Dis, tu peux nous avancer l'argent pour les livres de fac ? La rentrée, c'est dans 2 semaines. » Théo grimaça en voyant l'expression de sa sœur. « Laisse tomber, bah. Regarde-la, elle a sa tête des mauvais jours. Mes jours sont tout beaux, petit con, » répliqua Victorine avec une tendresse forcée. Mais ses frères n'étaient pas dupes. Dans leurs yeux, elle lut la même inquiétude résignée qui hantait ceux de leur mère. Cette famille était en train de se noyer à petit feu, et tout le savait. À 14 heures précises, Victorine se tenait à nouveau devant les études notariales. Cette fois, elle portait la robe bleu marine qu'elle réservait aux grandes occasions, baptême, mariage, enterrement, une robe de compromis. Maximilien l'attendait dans le même salon, impeccable dans un costume gris anthracite. Il ne lui demanda pas si elle avait bien dormi, ne s'enquit pas de sa réflexion. Il la regardait simplement, avec cette intensité glaciale qui la mettait mal à l'aise. Alors, un seul mot, neutre, professionnel. Victorine prit une inspiration profonde. « J'accepte. » Quelque chose passa dans le regard de Maximilien. Surprise, soulagement, mais ce fut si fugace qu'elle crut l'avoir imaginé. « Parfait. Maître Beaumont va vous expliquer les détails du contrat. » Pendant l'heure qui suivit, Victorine signa des documents qu'elle ne comprenait qu'à moitié. Clauses de confidentialité, arrangements financiers, obligations publiques. Sa vie entière réglementée par un code juridique froid. « Le mariage aura lieu dans 3 semaines, » annonça Maximilien en rangeant ses papiers. « Église Saint-Pierre de Châteauneuf-du-Pape, 15 heures. J'ai déjà contacté l'organisatrice. Vous n'aurez qu'à choisir votre robe. Et mes invités? Famille proche uniquement. Nous devons donner l'impression d'un mariage intime, authentique, authentique. » Le mot lui donna envie de rire ou de pleurer. Une dernière chose. Maximilien se leva, boutonnant sa veste avec cette précision maniaque qui semblait être sa signature. « Demain, nous dînerons ensemble, chez Fernand, à 20 heures. Il faut que nous apprenions à nous connaître, pour que notre histoire soit crédible. » Après son départ, Victorine resta seule avec Maître Beaumont qui lui tendit un chèque. 1 million d'euros, plus d'argent qu'elle n'en avait jamais vu de sa vie. « Mademoiselle », le notaire hésita. « Puis-je me permettre un conseil? Je vous écoute. Monsieur de Montclair n'est pas l'homme que les gens croient. Derrière cette façade, il y a quelqu'un de différent. Ne vous fiez pas aux apparences. » Sur le chemin du retour,
Victorine s'arrêta devant la chapelle Notre-Dame de Santé, perchée sur sa colline. Elle poussa la lourde porte de bois et s'assit dans la pénombre fraîche, face à la statue de la Vierge. « J'espère que je fais le bon choix », murmura-t-elle. Le silence lui répondit, troublé seulement par le bourdonnement des abeilles dans la lavande du petit jardin adjacent. Dans 3 semaines, elle porterait une robe blanche et jurerait d'aimer un homme qu'elle connaissait à peine. Mais en regardant le chèque dans son sac, elle pensa au visage soulagé de sa famille, aux dettes qui s'effaceraient, aux nuits où elle pourrait enfin dormir sans angoisser pour le lendemain. Peut-être que parfois, l'amour était un luxe qu'on ne pouvait pas se permettre. Ce qu'elle ignorait encore, c'est que le destin avait ses propres plans, et que dans 3 semaines, sa vie basculerait d'une façon qu'elle n'aurait jamais imaginée. Il y a des silences qui en disent plus long que 1000 mots, et des regards qui trahissent ce qu'on veut cacher. Le restaurant chez Fernand était une institution à Châteauneuf-du-Pape. Niché dans une ruelle pavée, avec sa façade en pierre ocre et ses volets bleu lavande, il attirait depuis 40 ans les amoureux de la cuisine provençale authentique. Victorine y était venue une seule fois, pour ses 21 ans, quand son père avait fait l'effort de l'emmener dans un vrai restaurant. Ce soir-là, en poussant la porte en bois massif, elle se sentait comme une intruse. Sa robe simple, la seule convenable qu'elle possédait, détonnait dans cette atmosphère feutrée où l'argent se respirait dans chaque détail. Maximilien l'attendait à une table d'angle, face à la fenêtre qui donnait sur les vignobles illuminés par les derniers rayons du soleil. Il avait troqué son costume strict contre une chemise blanche et un blazer marine, mais gardait cette posture rigide qui le caractérisait. « Bonsoir, Victorine. » Il se leva pour l'accueillir, un geste de politesse mécanique. « Bonsoir, Maximilien. » Le prénom lui sembla étrange dans sa bouche, trop intime pour un étranger. Fernand en personne vint les saluer, un sourire chaleureux éclairant son visage buriné. « Monsieur de Montclair, quel plaisir de vous revoir. Et mademoiselle, ma fiancée, Victorine Dubois-Martel, » annonça Maximilien, avec une aisance déconcertante. Le mot « fiancée » résonna dans l'air comme une note fausse. Fernand les félicita avec effusion, proposa ses meilleurs crus, disparut en promettant de leur préparer quelque chose d'exceptionnel. Un silence pesant s'installa. Victorine tripotait sa serviette. Maximilien consultait la carte des vins avec une concentration exagérée. Alors, elle se lança. « Comment fait-on semblant de se connaître ?» Il leva les yeux vers elle, et pour la première fois, elle crut percevoir une lueur d'amusement. « Bonne question. Depuis combien de temps sommes-nous censés être ensemble ?»« 6 mois ?» suggéra-t-elle. « Assez pour être sûr, pas assez pour que les gens se demandent pourquoi ils ne nous ont jamais vus ensemble. Logique. Et comment nous sommes-nous rencontrés ?» Victorine réfléchit. « Au marché de Carpentras, vous étiez là pour... »« Je n'y vais jamais. » La réponse fusa, sèche. « Ah !» Elle se mordit la lèvre. « Lors d'une dégustation ? Possible. Chez mon cousin Édouard, au domaine des Oliviers. Vous accompagniez une amie. Il avait déjà tout prévu. Évidemment. » Fernand revint avec une bouteille de Châteauneuf-du-Pape millésimée. 2015, une année exceptionnelle. Maximilien goûta le vin avec les gestes précis d'un professionnel, hocha la tête. Quand Fernand se fut éloigné, il reprit « Parlez-moi de votre famille. Pourquoi ? Si nous sommes fiancés depuis 6 mois, je suis censé les connaître. Juste. » Victorine prit une gorgée de vin, délicieux, probablement plus cher que son budget nourriture mensuel, et se lança. « Ma mère, Isabelle, 62 ans, ancienne institutrice. Elle fait les meilleurs calissons d'Aix que vous ayez jamais goûtés, et elle pleure devant tous les films de Pagnol. Mes frères jumeaux, Bastien et Théo, 19 ans, étudiants en agronomie à Montpellier. Bastien est le rigolo, Théo le rêveur. Ils se disputent depuis qu'ils savent parler, mais se battraient pour l'autre. » Elle s'arrêta, réalisant qu'elle souriait pour la première fois depuis des jours. « Et votre père ?» Le sourire s'effaça. « Mort il y a 3 mois. Cancer du pancréas. Je suis désolé. » Quelque chose dans sa voix avait changé, plus douce, moins contrôlée. Victorine le regarda vraiment pour la première fois. Ses yeux bleus, qu'elle avait crus froids, étaient en réalité d'une tristesse profonde. « Et vous, votre famille ?» Le masque se remit en place instantanément. « Mes parents vivent à Monaco. Mon père gère les investissements familiaux. Ma mère collectionne les œuvres d'art et les causes charitables. Une sœur, Constance, mariée à un banquier suisse. Nous nous voyons à Noël et pour les enterrements. » Sa voix était redevenue neutre, presque clinique. Mais Victorine avait saisi la faille. Fernand apporta les entrées, une terrine de sanglier aux figues pour lui, un velouté de châtaigne pour elle.
La conversation reprit, plus fluide. Maximilien parlait de viticulture avec une passion contenue qu'il ne parvenait pas complètement à dissimuler. Victorine découvrait qu'il connaissait chaque parcelle de ses vignes, chaque cépage, chaque millésime. « Vous avez toujours voulu être vigneron ? J'ai étudié l'œnologie à Bordeaux, puis l'économie à Londres. Mon grand-père estimait qu'un Montclair devait comprendre autant les chiffres que les raisins. Et vous, qu'est-ce que vous estimiez ?» La question sembla le déstabiliser. Il posa sa fourchette, la regarda longuement. Personne ne me l'avait jamais demandé. Le plat principal arriva. Agneau aux herbes de Provence pour deux, rompant ce moment étrange d'intimité accidentelle. Vers la fin du repas, alors qu'il partageait une tarte à la lavande, Victorine remarqua que Maximilien n'avait presque pas touché à son assiette. Il découpait sa nourriture en petits morceaux réguliers, les déplaçait, mais mangeait peu. « Vous n'aimez pas ? J'ai peu d'appétit le soir. » Mensonge, elle le sentait. Mais pourquoi? En sortant du restaurant, ils se retrouvèrent sous un ciel étoilé, l'air embaumait le thym et la lavande. Maximilien la raccompagna à sa voiture, une vieille Clio qui jurait avec sa Mercedes. Victorine. Il hésita, comme s'il allait dire quelque chose d'important, puis se ravisa. À bientôt. Dans son rétroviseur, elle le vit rester immobile sur le trottoir, les mains dans les poches, regardant sa voiture éloignée. Il avait l'air seul, terriblement seul. En rentrant chez elle, Victorine ne put s'empêcher de repenser à cette soirée. Maximilien N n'était pas l'homme froid qu'il prétendait être. Derrière sa façade parfaite se cachaient des failles, des blessures qu'il gardait soigneusement verrouillées. Mais qu'est-ce qui avait brisé cet homme? Et pourquoi avait-elle cette envie troublante de découvrir qui il était vraiment? Parfois, c'est en essayant de jouer un rôle qu'on découvre qui on est vraiment. 2 semaines avant le mariage, Victorine se retrouvait dans une situation qu'elle n'avait jamais imaginée. Essayer des robes de mariée dans la plus chic boutique d'Avignon, accompagnée de sa meilleure amie Margot qui ne décolérait pas. « Tu es complètement folle », sifflait Margot en français, puis en arabe pour être sûre que la vendeuse ne comprenne pas. Épouser un inconnu pour de l'argent. Ah Bibi, on n'est plus au Moyen-Âge. Victorine se regardait dans le miroir, engoncée dans une robe princesse en dentelle qui lui donnait l'air d'un gâteau de mariage ambulant. Ce n'est que temporaire, Margot. 2 ans. 2 ans de ta vie. Et s'il est violent, s'il te séquestre dans son château? Il n'est pas comme ça. Les mots étaient sortis tout seuls, et Victorine se surprit elle-même de sa défense spontanée. Margot arqua un sourcil. « Ah bon? Et tu le sais comment? Vous vous êtes vus combien de fois? 2, 3 en réalité. » Maximilien était passé au domaine la veille pour officialiser leurs fiançailles devant sa famille. Il avait apporté une bague, un solitaire ancien qui appartenait à sa grand-mère, et avait joué son rôle de fiancé éperdument amoureux avec une conviction troublante. Ce qui avait le plus marqué Victorine, était sa gentillesse avec sa mère. Il avait écouté Isabelle lui raconter l'histoire de chaque photo accrochée au mur, avait complimenté ses confitures maison, elle s'était intéressée aux études des jumeaux. Pas une seule fois, elle n'avait senti de condescendance chez lui. « Mademoiselle, cette robe vous va à ravir, mais peut-être quelque chose de plus simple ?» La vendeuse, une dame distinguée aux cheveux argentés, lui tendait une robe fourreau en soie ivoire, plus intemporelle. Dans cette nouvelle robe, Victorine se reconnut enfin, élégante sans être ostentatoire, avec juste ce qu'il fallait de sophistication. Elle pensait à sa grand-mère qui avait porté une robe similaire en 1952, dans cette même église où elle allait se marier. « C'est celle-ci », décida-t-elle. En sortant de la boutique, Margot la prit par le bras. « Vic, promets-moi quelque chose. À la moindre inquiétude, tu m'appelles. Je viens te chercher, peu importe l'heure. Promis. » Mais en rentrant au domaine, Victorine découvrit une surprise qui ébranla ses certitudes. Un camion de livraison était garé devant la maison et des ouvriers transportaient un réfrigérateur flambant neuf. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda-t-elle à sa mère qui surveillait l'opération. « Ton fiancé. Il a fait livrer de électroménager neuf pour toute la cuisine. Il a dit que... » Isabelle rougit légèrement. Que sa belle famille méritait le meilleur. Victorine sentit sa gorge se serrer. Dans leur contrat, il n'était question que de régler les dettes. Pas de cadeaux, pas d'attention. Alors pourquoi? Son téléphone sonna. Maximilien. « J'espère que les livraisons ne vous dérangent pas, » dit-il sans préambule. « Ce N n'était pas prévu dans notre accord. » Non. Un silence. Disons que c'est un investissement personnel. « Maximilien, pourquoi faites-vous ça ?» Nouvelle pause. Plus longue. « Parce que votre mère vous ressemble.
et que personne ne devrait avoir à compter les centimes pour nourrir sa famille. Il raccrocha avant qu'elle puisse répondre. Le lendemain, Victorine avait rendez-vous avec le photographe pour les portraits officiels. Elle retrouva Maximilien dans les jardins du château de Montclair, et la beauté du lieu lui coupa le souffle. Le domaine S étendait sur des hectares de vignes parfaitement entretenus, ponctués de cyprès centenaires et de massifs de lavande. Le château lui-même, une bâtisse du XVIIIe siècle en pierre blonde, dominait la vallée comme un joyau serti dans un écrin de verdure. « C'est magnifique », murmura-t-elle. « Mon arrière-arrière-grand-père l'a fait construire en 1847. » Maximilien se tenait à côté d'elle, les mains croisées derrière le dos. « 4 générations de Montclair ont vécu ici, et bientôt j'y vivrai aussi. » L'idée lui parut soudain très réelle, très concrète. Oui, le photographe les dirigea vers différents décors, la terrasse face aux vignes, la roseraie, l'allée de platanes. Au début, leur pose était guindée, artificielle, mais petit à petit, quelque chose changea. « Regardez-vous » ordonna le photographe, comme si vous vous découvriez pour la première fois. Leurs yeux se croisèrent. Maximilien avait cette expression qu'elle commençait à reconnaître, surprise et vulnérabilité mêlées, comme s'il ne s'attendait pas à ce qu'il ressentait. Parfait. Pendant la pause, ils marchèrent dans les jardins. Maximilien lui montra la vieille masse au bout du domaine, abandonnée depuis des années. « J'aimerais la restaurer un jour, » dit-il. « En faire quelque chose d'utile. »« Comme quoi ?» Il hésita, comme s'il allait révéler un secret. « Un centre d'accueil. Pour les familles en difficulté. Les travailleurs saisonniers ont souvent du mal à se loger pendant les vendanges. » Victorine le regarda, étonnée. « C'est très généreux. C'est pragmatique. Des travailleurs bien logés sont plus efficaces. » Mais elle ne fut pas dupe. Dans sa voix, il y avait autre chose que du pragmatisme. En fin d'après-midi, alors qu'il terminait la séance photo, un incident révéla une autre facette de Maximilien. L'assistant photographe, un jeune homme visiblement nerveux, renversa une partie du matériel. L'objectif heurta les pierres de la terrasse avec un bruit sinistre. « Merde ! Pardon, je... » Le garçon était au bord des larmes. Le photographe explosa. « 15 000 € de matériel. Vous allez me rembourser comment ?» Maximilien s'interposa calmement. « Combien pour le réparer ?»« Vous n'êtes pas obligé, » balbutia l'assistant. « Combien ?» répéta Maximilien. « 2 000 € environ, » grommela le photographe. Maximilien sortit son carnet de chèques, signa sans commentaire. L'assistant le remercia avec effusion, mais Maximilien écourta les remerciements d'un geste de la main. Plus tard, alors qu'il regagnait les voitures, Victorine ne put s'empêcher de demander « Pourquoi avez-vous fait ça ?» Ça l'était terrorisé. Ça aurait pu être mon fils. Les mots résonnèrent étrangement. Maximilien n'avait pas d'enfant, elle le savait. Alors pourquoi cette comparaison? En rentrant chez elle ce soir-là, Victorine repensa à cette journée. Chaque interaction révélait un homme différent de celui qu'elle croyait connaître, plus complexe, plus humain. Dans une semaine, elle porterait sa robe de soie ivoire et jurerait de l'aimer. Mais était-elle vraiment certaine que ce ne serait qu'un mensonge? Il y a des moments où le cœur refuse d'obéir à la raison, même devant l'autel. Le matin du mariage, Victorine se réveilla avec l'impression d'être dans un rêve étrange. Dans 3 heures, elle serait Madame de Montclair. Cette pensée lui donnait le vertige. Sa chambre d'enfance était envahie par sa mère et Margot, qui s'affairaient autour d'elle comme des abeilles autour de leur reine. Isabelle avait insisté pour lui faire porter le collier de perles de sa grand-mère pour que Mamie Louise soit avec toi. Margot, elle, marmonnait des bénédictions en arabe tout en arrangeant les plis de la robe de soie. « Tu es magnifique, ma chérie », murmura Isabelle, les yeux brillants. « Papa serait si fier. » Victorine sentit sa gorge se serrer. Son père aurait-il approuvé ce mariage? Ou l'aurait-il mis en garde contre les conséquences de mélanger amour et argent? Un coup de klaxon discret résonna dehors. La voiture l'attendait pour l'emmener à l'église Saint-Pierre de Châteauneuf-du-Pape. Dans le rétroviseur du véhicule, elle vit s'éloigner la silhouette de ses frères en costume. Bastien et Théo avaient réussi à dénicher des vestes de seconde main qui leur donnaient un air presque élégant. Elle, église, était bondée. Toute l'aristocratie viticole de la région semblait s'être donné rendez-vous. Victorine reconnut quelques visages vus dans les pages Société de la Provence, des noms célèbres du monde du vin. Elle se sentit comme une imposture dans cette assemblée dorée, puis elle aperçut Maximilien. Il l'attendait debout près de l'autel, impeccable dans son costume noir, mais quelque chose dans sa posture trahissait une nervosité inhabituelle. Leurs regards se croisèrent par-dessus les rangées d'invités, et elle fut frappée par l'intensité de ses yeux.
Pour la première fois depuis qu'elle le connaissait, son masque de froideur avait complètement disparu. La marche nuptiale résonna sous les voûtes gothiques. Victorine avança au bras de Bastien, en l'absence de leur père. Son frère aîné de 2 minutes l'accompagnait à l'autel. Chaque pas la rapprochait de cet homme qui allait devenir son mari, et elle sentait son cœur battre de plus en plus fort. Quand elle arriva à sa hauteur, Maximilien lui murmura « Vous êtes éblouissante ». Il n'y avait aucune comédie dans sa voix, juste une sincérité qui la troubla profondément. Le père Arnaud, qu'il avait baptisé 28 ans plus tôt, commença la cérémonie. Sa voix grave emplissait l'église, tandis qu'il parlait d'amour, de fidélité, d'engagement. Victorine essayait de se concentrer sur les mots, de se rappeler que tout ceci n'était qu'un spectacle. Mais la présence de Maximilien à côté d'elle, son parfum subtil mêlé à l'encens, la chaleur de sa main quand il prit la sienne pour l'échange des alliances, tout conspirait à troubler sa raison. « Maximilien, acceptez-vous de prendre pour épouse Victorine, ici présente ?»« Oui, je le veux. » Sa voix était ferme, mais Victorine saisit un léger tremblement. Elle leva les yeux vers lui, et ce qu'elle vit la bouleversa. Il la regardait avec une émotion qu'elle n'avait jamais vue chez lui, comme s'il découvrait quelque chose qu'il ne cherchait pas. « Victorine, acceptez-vous de prendre pour époux Maximilien, ici présent ?» Un instant de silence. Dans l'église, seul le murmure du Mistral dans les cyprès troublait le recueillement. Victorine sentit le poids de tous ses regards sur elle, l'attente de sa réponse qui scellera son destin. « Oui, je le veux ». Les mots sortirent tout seuls, portés par une conviction qu'elle ne s'expliquait pas. L'échange des alliances se fit dans un silence religieux. Quand Maximilien glissa l'anneau à son doigt, leurs mains se frôlèrent, et Victorine fut parcourue d'un frisson qu'elle n'avait pas anticipé. L'alliance était parfaitement ajustée. Comment avait-il deviné sa taille? Vous pouvez embrasser la mariée. Le moment qu'elle redoutait. Comment embrasser un homme qu'elle connaissait à peine? Comment faire semblant d'aimer devant tous ces gens? Maximilien s'approcha lentement, posa ses mains de chaque côté de son visage avec une délicatesse infinie. Leurs yeux se cherchèrent une dernière fois avant que leurs lèvres ne se rencontrent. Ce devait être un baiser de pure forme, bref et convenable. Mais quand leurs bouches se touchèrent, quelque chose bascula. Le baiser se prolongea, s'approfondit, chargé d'une émotion que ni l'un ni l'autre n'avait prévue. Victorine sentit ses jambes se dérober, s'accrocha instinctivement aux épaules de Maximilien. Quand ils se séparèrent, elle lut dans ses yeux la même surprise, le même trouble que ce qu'elle ressentait. Les applaudissements éclatèrent dans l'église, mais ils semblaient venir de très loin. La suite se déroula comme dans un brouillard. Félicitations, photos, signatures au registre. Victorine souriait, répondait aux compliments, mais une partie d'elle restait figée sur ce baiser qui avait tout changé. Lors du cocktail dans les jardins du château, elle observait Maximilien évoluer parmi les invités. Il serrait les mains, échangeait des plaisanteries avec l'aisance d'un homme habitué à ce monde. Mais de temps en temps, son regard cherchait le sien par-dessus la foule, et elle y retrouvait cette vulnérabilité aperçue à l'autel. Alors, heureuse, Margot l'avait rejointe près de la fontaine où elle tentait de reprendre ses esprits. « Oui, non, je ne sais pas. Il ne te quitte pas des yeux depuis 1 heure. » Était vrai, même quand il parlait affaires avec des viticulteurs, même quand sa mère lui présentait des relations. Maximilien semblait toujours conscient de sa présence. En fin d'après-midi, quand les derniers invités repartirent, Victorine se retrouva seule avec son mari dans le grand salon du château. Le mot « mari » résonnait encore étrangement dans sa tête. « Ça s'est bien passé », dit-il en desserrant sa cravate. Oui, un silence s'installa, différent de leurs silences habituels, chargé d'une tension nouvelle, d'une complicité naissante. « Victorine », il s'approcha d'elle, hésitant. « À propos de ce qui s'est passé dans l'église, était pour la galerie », l'interrompit-elle rapidement. « Nous devions être convaincants. » Il la regarda longuement, comme s'il allait dire quelque chose d'important, puis hocha simplement la tête. Bien sûr, pour la galerie. Mais dans sa voix, elle entendit la même note de déception que celle qui l'habitait. Ce qu'ils ignoraient tous les deux, c'est que mentir à son cœur est bien plus difficile que mentir au monde entier. Les plus beaux secrets sont ceux qu'on découvre par hasard et qui révèlent le âme de celui qu'on croyait connaître. 1 semaine après le mariage, Victorine s'habituait lentement à la vie au château. Sa suite, une chambre immense avec vue sur les vignobles et une salle de bain digne d'un palace, lui semblait encore irréelle. Maximilien occupait l'aile opposée, respectant scrupuleusement les termes de leur arrangement qui prévoyait des appartements séparés.
Leur journée s'organisait autour d'une routine polie mais distante. Petit déjeuner en commun sur la terrasse, Maximilien partant ensuite inspecter les vignes, tandis qu'elle explorait le domaine ou lisait dans la bibliothèque. Dîner formel où ils échangeaient des banalités sur le temps, les vendanges à venir, les événements mondains auxquels ils devraient apparaître ensemble. Ce matin-là, Maximilien était parti très tôt pour Avignon rencontrer des négociants en vin. Victorine profita de cette liberté pour explorer les parties du château qu'elle n'avait pas encore visitées. En errant dans les couloirs du rez-de-chaussée, elle découvrit une porte entr'ouverte qu'elle n'avait jamais remarquée. Poussée par la curiosité, elle jeta un coup d'œil à l'intérieur et resta figée sur le seuil. La pièce était remplie de jouets, de livres d'enfants, de dessins colorés épinglés au mur. Au centre trônait une table basse entourée de petites chaises, avec des puzzles à moitié terminés et des crayons de couleurs éparpillés. Dans un coin, un grand panier débordait de peluches. Victorine entra lentement, touchée par l'atmosphère chaleureuse qui régnait dans cette salle de jeu improvisée. Sur une étagère, elle remarqua des photos. Maximilien entouré d'enfants de tous âges, souriant d'un sourire qu'elle ne lui connaissait pas. Un sourire spontané, lumineux, qui transformait complètement son visage. « Qu'est-ce que vous faites ici ?» Elle sursauta violemment. Maximilien se tenait dans l'embrasure, le visage fermé. Il était rentré plus tôt que prévu. « J'y étais juste !» Elle se sentait prise en flagrant délit, comme une intruse. La porte était ouverte. Il entra dans la pièce, ramassa machinalement les crayons éparpillés. Sa mâchoire était crispée. Ses gestes saccadés trahissaient sa contrariété. « C'est privé. Je suis désolé, je ne savais pas. » Elle observa son profil tendu. « Ce sont vos invités ? Sur les photos ?» Long silence. Maximilien continua de ranger, évitant son regard. Des enfants du village. Ils viennent parfois pour goûter. Sa voix était neutre, mais Victorine sentait qu'il lui cachait quelque chose d'essentiel. « C'est gentil de votre part. Ça, c'est nothing spécial. » Il se dirigea vers la porte. « Vous devriez. Nous avons des obligations ce soir. Réception chez les Beaumont. » Mais Victorine ne bougea pas. Elle fixait une photo en particulier. Maximilien, agenouillé face à une petite fille d'environ 6 ans, aux cheveux bouclés. Il lui tenait les mains et l'expression de tendresse absolue sur son visage la bouleversa. « Qui est-elle » demanda-t-elle doucement. Maximilien se figea, suivit son regard. Quand il vit la photo qu'elle observait, quelque chose se brisa dans ses yeux. Personne. Sa voix était devenue rauque. Personne d'important. Mais il mentait, et ils le savaient tous les deux. Le soir, lors de la réception chez les Beaumont, une somptueuse propriété viticole de Gigondas, Victorine joua parfaitement son rôle de épouse amoureuse. Elle souriait, prenait le bras de Maximilien au bon moment, répondait aux questions indiscrètes sur leur lune de miel avec la discrétion qu'on attendait d'une Montclair. Mais elle ne cessait de penser à cette salle de jeu, à ces photos, à cette petite fille aux boucles brunes. « Vous semblez préoccupé » murmura Maximilien alors qu'ils évoluaient parmi les invités. « Non, tout va bien, Victorine. » Il s'arrêta près d'une fenêtre donnant sur les vignes illuminées. « À propos de cet après-midi, vous n'avez pas à vous justifier. Nous avons tous nos jardins secrets. » Il la regarda intensément. « Vraiment ? Et quels sont les vôtres ?» La question la prit au dépourvu. « Comment ça ? Qu'est-ce qui vous réveille la nuit ? Qu'est-ce qui vous fait sourire quand vous pensez que personne ne vous voit ?» Elle fut troublée par la sincérité soudaine de sa voix. « Pourquoi cette question ? C'est parce qu'on vit sous le même toit et que je ne sais rien de vous. Pas vraiment. Vous savez l'essentiel. » Non. Il se rapprocha imperceptiblement. « Je sais que vous aimez votre famille au point de sacrifier votre bonheur. Je sais que vous prenez votre café sans sucre mais avec beaucoup de lait. Je sais que vous lisez jusqu'à tard le soir parce que je vois votre lumière depuis ma chambre. Mais qu'est-ce qui vous fait vibrer? Qu'est-ce qui vous manque ?» Victorine sentit sa gorge se serrer. Personne ne lui avait jamais posé ces questions. Pas même Rémi. Elle chercha ses mots. « J'aimerais enseigner à nouveau. La littérature. Voir les yeux des élèves s'illuminer quand ils découvrent un texte. Pourquoi avoir arrêté? Papa est tombé malade. Maman ne pouvait pas tout gérer seule. Et maintenant, je suis mariée. À vous, ce qui ne vous empêche pas d'avoir des projets. » Leurs regards se croisèrent, et Victorine eut l'impression qu'il essayait de lui dire quelque chose d'important. « Maximilien !» Une voix stridente les interrompit. Constance de Montclair, la sœur de Maximilien, s'approchait d'eux avec un sourire de prédateur. « Et la charmante épouse. Comment trouvez-vous votre nouvelle vie, ma chère ?» Le masque de politesse mondaine se remit instantanément en place sur le visage de Maximilien. « Constance, je ne savais pas que tu venais.
J était de passage en Provence. Elle détailla Victorine de la tête aux pieds avec un sourire condescendant. « Il faut absolument que nous déjeunions ensemble, ma belle-sœur. J'ai tant de choses à vous raconter sur la famille. » Victorine sentit Maximilien se raidir à côté d'elle. Plus tard, en rentrant au château, ils restèrent silencieux durant tout le trajet. Ce n'est qu'en arrivant devant le perron que Maximilien prit la parole. « Constance peut être indiscrète. Qu'est-ce qu'elle pourrait me dire que je ne sache déjà ?» Il la regarda longuement dans la lumière tamisée de l'entrée. Tout, et Victorine comprit que les secrets de son mari étaient bien plus profonds et douloureux qu'elle ne l'avait imaginé. Il y a des vérités qui libèrent et d'autres qui brisent tout sur leur passage. Ça, c'est ça. Le déjeuner avec Constance eut lieu 3 jours plus tard, dans l'un des restaurants les plus huppés d'Avignon. Victorine avait choisi sa tenue avec soin, un tailleur bleu marine qui lui donnait une assurance qu'elle ne ressentait pas vraiment. Constance de Montclair-Beaumont était tout ce que Victorine avait imaginé. Blonde platine, bijoux discrets mais coûteux, sourire parfait et regard calculateur. Elle commandait son monde avec l'aisance de celle qui n'avait jamais manqué de rien. « Alors, ma chère belle-sœur, » commença-t-elle en sirotant son champagne, « comment trouvez-vous la vie au château ?»« Très agréable, merci. Maximilien vous fait-il visiter tous les recoins ?» Ses yeux pétillaient de malice, y compris sa fameuse petite salle. « Spéciale ?» Victorine sentit son cœur s'accélérer, mais garda un visage impassible. Il m'a montré l'essentiel. Constance piqua délicatement dans sa salade de quinoa. Vous savez, j'ai été très surprise d'apprendre votre mariage. Maximilien avait juré qu'il ne se remarierait jamais. Le mot résonna comme un coup de tonnerre. Se remarierait? Oh, Constance porta une main à sa bouche, feignant la surprise. Il ne vous a rien dit? Mon Dieu, les hommes, toujours si discrets sur leur passé. Victorine sentit le monde basculer autour d'elle. Maximilien a été marié. Évidemment, avec Éléonore de Brissac, une histoire d'amour de conte de fées, vraiment. Ils se sont rencontrés à Bordeaux pendant ses études, de œnologie. Elle était danseuse à l'opéra, si talentueuse, si belle. Chaque mot était un poignard. Victorine essayait de garder contenance, mais ses mains tremblaient légèrement. Que s'est-il passé? Le petit accident. Constance baissa la voix, prenant un air de conspiratrice. Leur fils, Gabriel. 5 ans, les yeux de son père, un petit ange. Il jouait dans le jardin pendant que Éléonore préparait le dîner. Maximilien était aux vignes, un moment d'inattention, et elle fit un geste vague. La piscine. Victorine eut l'impression de recevoir un coup de poing dans l'estomac. Il est mort? Noyé. Éléonore l'a trouvé trop tard. Constance continua de manger comme si elle parlait de la météo. Après ça, leur couple n'a pas survécu. Éléonore a fait une dépression. Elle est partie s'installer à Paris. Maximilien, eh bien, vous avez vu, il s'est enfermé dans sa carapace. Quand est-ce arrivé? Il y a 4 ans. Depuis, mon frère refuse tout contact avec les enfants. Il a même licencié le personnel qui avait des familles. Trop douloureux, paraît-il. Mais Victorine repensait à la salle de jeu, aux photos, au sourire de Maximilien entouré d'enfants. Il mentait à sa propre sœur. « Pourquoi me racontez-vous tout ça ?» Constance la regarda droit dans les yeux. « Parce que j'aime mon frère, même s'il me déteste. Et parce que vous avez le droit de savoir dans quoi vous vous êtes engagé. Maximilien est brisé, ma chère. Il ne sera jamais aimé à nouveau. Pas vraiment. » En rentrant au château, Victorine avait l'impression d'évoluer dans un brouillard. Tout prenait sens maintenant. La froideur de Maximilien, sa réticence à parler de lui, cette tristesse qu'elle percevait parfois dans ses yeux. Et cette petite fille sur la photo, ressemblait-elle à Gabrielle? Elle trouva Maximilien dans son bureau, penché sur des dossiers. En la voyant, il leva la tête et son visage se ferma immédiatement. « Comment s'est passé votre déjeuner ?» Instructif. Elle s'assit face à lui, les mains croisées. « Pourquoi ne m'avez-vous pas dit que vous aviez été marié ?» Le silence qui suivit fut assourdissant. Maximilien reposa lentement son stylo, son visage devenant de marbre. « Constance. »« Pourquoi, Maximilien ? Nous sommes peut-être dans un mariage d'arrangement, mais j'avais le droit de savoir. » « Non. » Sa voix était dangereusement calme. « Vous n'aviez pas le droit. Cette partie de ma vie ne regarde que moi. » Même quand elle explique pourquoi vous avez besoin de ce mariage, même quand elle justifie cette muraille que vous dressez autour de vous, il se leva brusquement, faisant reculer sa chaise. Vous ne savez rien. Constance ne vous a raconté que ce qui l'arrangeait. Alors racontez-moi votre version. Il n'y a rien à raconter. Il se dirigea vers la fenêtre, lui tournant le dos. Gabriel est mort.
Éléonore est partie. C'est fini. Et la salle de jeu? Et ses enfants sur les photos? Il se retourna si violemment qu'elle sursauta. Comment osez-vous? Parce que je vis ici. Parce que votre douleur empoisonne cette maison. Parce que... Elle s'interrompit, réalisant ce qu'elle était sur le point de dire. Parce que quoi? Parce que je commence à tenir à vous, avoua-t-elle dans un souffle. L'aveu plana entre eux comme une bombe à retardement. Maximilien la regardait avec une expression qu'elle ne sut déchiffrer. Vous ne devriez pas. Sa voix était devenue rauque. Je ne suis pas quelqu'un à qui on peut tenir. Je détruis tout ce que je touche. C'est faux. Gabriel est mort à cause de moi, explosa-t-il. J'aurais dû être là. J'aurais dû surveiller mon fils au lieu de m'occuper de mes maudites vignes. Vous n'étiez pas responsable. J'y étais son père. Il se détourna, les épaules secouées par une respiration saccadée. Victorine vit sa douleur à nu, cette culpabilité qui le rongeait depuis 4 ans. Maximilien. Elle fit un pas vers lui, puis s'arrêta. Ces enfants qui viennent au château, ils n'ont rien à voir avec Gabriel. Bien sûr que si. Sa voix était douce, compréhensive. Vous essayez de le sauver à travers eux, de racheter ce que vous croyez être votre faute. Il ne répondit pas, mais ses épaules s'affaissèrent légèrement. Où est la main que vous voulez restaurer? Pourquoi? Montrez-moi. Parfois, c'est en partageant sa blessure la plus profonde qu'on découvre qu'on n'est plus seul à la porter. Les plus belles âmes sont celles qui guérissent leurs blessures, en pensant celles des autres. Saïssa Amasi, quand Maximilien la conduisit en silence à travers les vignes, empruntant un sentier de terre battue qu'elle n'avait jamais remarqué. Le soleil de fin d'après-midi dorait les grappes qui commençaient à mûrir, mais l'atmosphère entre eux restait tendue depuis leur confrontation dans le bureau. La masse apparut au détour d'un bosquet de chênes verts. Contrairement à ce que Victorine avait imaginé, la bâtisse en pierre blonde n'avait rien d'abandonné. Les volets bleus lavande étaient fraîchement repeints, le petit jardin soigneusement entretenu et une odeur de cuisine flottait dans l'air. « Vous disiez qu'elle était à l'abandon » murmura-t-elle. Maximilien s'arrêta devant la porte d'entrée, les clés à la main. « Je mentais. » Avant qu'elle puisse répondre, la porte s'ouvrit sur une femme d'une 40aine d'années au visage fatigué mais souriant. Elle portait un tablier fleuri et tenait un enfant d'environ 3 ans dans ses bras. « Monsieur Max !» s'exclama-t-elle avec un léger accent marocain. « Nous ne vous attendions pas aujourd'hui. Bonjour Fatima. » La voix de Maximilien S. était adoucie. « Je voulais vous présenter ma femme, Victorine. » Fatima écarquilla les yeux, puis un sourire lumineux éclaira son visage. « Madame, quel honneur! Entrez, entrez donc. » L'intérieur de la masse révéla un véritable foyer. Dans la cuisine provençale aux poutres apparentes, 4 femmes de nationalités différentes préparaient le dîner en bavardant. Des enfants jouaient dans le salon adjacent. Certains faisaient leurs devoirs à une grande table, d'autres construisaient des châteaux en Lego. Une fillette aux boucles brunes leva la tête de son cahier et courut vers Maximilien. « Monsieur Max, regardez, j'ai eu 18 en dictée. » Il s'agenouilla à sa hauteur, examinant le cahier avec sérieux. « Bravo, Yasmine. Ton français s'améliore de jour en jour. » Victorine observait la scène, bouleversée. C'était la petite fille de la photo, et l'expression de Maximilien, exactement la même tendresse qu'elle avait vue sur le cliché. « Vous venez souvent ?» demanda-t-elle à Fatima pendant que Maximilien distribuait des encouragements aux autres enfants. « Nous vivons ici depuis 6 mois. Mon mari et moi, nous travaillons dans les vignes pendant la saison. Monsieur Max nous héberge, nous nourrit. » Ses yeux se voilèrent. Sans lui, nous aurions dormi dans notre voiture avec les petits. Et les autres familles. Pareil, Amira vient de Tunisie, Rosa d'Espagne, Elena de Roumanie, toutes saisonnières. Monsieur Max dit que personne ne devrait élever ses enfants dans l'insécurité. Maximilien les rejoignit, visiblement mal à l'aise de être découvert. Nous devrions y aller. « Non, restez !» protesta Yasmine en s'accrochant à sa veste. « Vous allez manger avec nous une autre fois, ma puce. Et madame, elle peut rester ?» Victorine croisa le regard de Maximilien. « J'aimerais beaucoup, si c'est possible. » Le dîner fut un moment de grâce. Autour de la grande table, les langues se mélangeaient, français, arabe, espagnol, roumain, dans une cacophonie joyeuse. Les enfants racontèrent leur journée de école, les mères échangèrent des recettes traditionnelles, et Maximilien, détendu comme Victorine ne l'avait jamais vu, arbitrait les disputes et distribuait les compliments. « Monsieur Max nous apprend le français », expliqua Rosa en servant un délicieux riz au safran. « Et il aide les enfants avec leurs devoirs. Il connaît toutes les histoires », renchérit un petit garçon aux yeux noirs. « Hier, il nous a raconté Jack et le haricot magique en provençal. »
Victorine regardait son mari, ce mot prenait soudain un sens nouveau, avec émerveillement. Cet homme qu'elle croyait froid et insensible consacrait ses soirées à épauler des familles vulnérables. « Depuis quand faites-vous ça ?» lui demanda-t-elle pendant qu'ils aidaient à débarrasser. « 3 ans. » Il empilait les assiettes avec des gestes mécaniques. « Après la mort de Gabriel, j'ai eu besoin de donner du sens à quelque chose. Constance sait? Personne ne sait. » Il se tourna vers elle. « Et ça doit rester ainsi. Si la famille découvre que j'utilise la propriété pour héberger des immigrés, ils ne sont pas immigrés, Maximilien. Ce sont des travailleurs, des familles qui contribuent à votre économie. Vous croyez que mes parents font la différence, ou les notables de Châteauneuf. Il avait raison, et elle le savait. Dans ce microcosme provençal traditionnel, les préjugés avaient la vie dure. En quittant la masse ou les étoiles, Yasmine courut leur remettre un dessin représentant une maison entourée de vignes avec 4 personnages souriants. Papa, maman, Monsieur Max et la jolie dame. « C'est nous », expliqua-t-elle avec fierté. Maximilien accepta le dessin avec gravité, comme s'il recevait un trésor. Victorine vit sa gorge se contracter. Sur le chemin du retour, ils marchèrent en silence dans la fraîcheur du soir provençal. Ce n'est qu'en arrivant devant le château que Victorine prit la parole. « Pourquoi me l'avoir montré ? Parce que vous aviez raison. » Sa voix était épuisée. « J'essaie de sauver Gabriel à travers eux. Chaque fois qu'un de ses enfants réussit à l'école, chaque fois qu'une famille trouve sa place ici, j'ai l'impression qu'il ne sera pas mort pour rien. Il n'est pas mort pour rien, Maximilien, mais pas pour les raisons que vous croyez. » Il s'arrêta, la regarda avec incompréhension. « Gabriel n'est pas mort pour que vous deveniez un saint. Il est mort parce que la vie est parfois cruelle et injuste. Mais son amour pour vous, votre amour pour lui, ça ne meurt jamais. Et c'est cet amour qui vous pousse à protéger d'autres enfants. » Les yeux de Maximilien brillèrent dans l'obscurité. « Vous croyez vraiment que Gabriel serait fier de son papa ?» Elle sourit doucement. « J'en suis certaine. » Il fit un pas vers elle, leva la main comme pour caresser sa joue, puis se ravisa. « Victorine. »« Oui, merci. » 2 mots simples, mais chargés de tant d'émotions que Victorine sentit son cœur chavirer. En rentrant dans le château, elle réalisa qu'elle était en train de tomber amoureuse, vraiment amoureuse, de l'homme brisé qui se reconstruisait en aidant les autres. Il y a des tempêtes qui détruisent, et d'autres qui révèlent enfin qui nous sommes vraiment. Les vendanges avaient commencé depuis une semaine. Le domaine bouillonnait d'activité. Vendangeurs saisonniers, camions de transport, pressoirs qui ronronnaient jour et nuit. Victorine découvrait cette période magique où tout le château vibrait au rythme des grappes cueillies et des cuves qui fermentaient. Ce qu'il émerveillait le plus, c'était de voir Maximilien dans son élément. Aux côtés des équipes dès l'aube, goûtant les raisins pour vérifier leur maturité, supervisant chaque étape avec une passion qu'il ne cachait plus. Leur soirée s'organisait désormais autour de dîners à la masse avec les familles, un rituel qui rapprochait imperceptiblement le couple. Mais ce matin-là, tout bascula. Victorine préparait le petit déjeuner quand Maximilien déboula dans la cuisine, le visage livide, un journal froissé à la main. « Regardez ça !» Sur la thune de la Provence affichait une photo en couleur. Maximilien et elle sortant de la masse, entourés des enfants. Le titre proclamait « Le faux mariage du baron bienfaiteur, révélation sur l'empire caché de Montclair ». Victorine sentit ses jambes se dérober. « Comment? Qui a pu ?» Lisez l'article. D'une main tremblante, elle parcourut les lignes venimeuses signées par un certain Jacques Moreau, journaliste d'investigation. Il révélait tout, le mariage arrangé, la clause du testament, mais aussi, et c'était le plus grave, l'existence de la masse et son utilisation comme centre d'accueil clandestin. Une source proche de la famille nous révèle que ce mariage de façade cache une opération bien plus sombre. Sous couvert de charité, Maximilien de Montclair hébergerait illégalement des dizaines de familles étrangères sur ses terres, échappant ainsi au contrôle administratif. « Constance !» siffla Maximilien entre ses dents. « Cette garce a tout balancé. Que va-t-il se passer? Pour les familles, les services sociaux vont débarquer, peut-être la police. » Il se prit la tête entre les mains. 3 ans de travail anéanti. Et ses familles. Le téléphone sonna, puis sonna encore et encore. Les journalistes, les curieux, les détracteurs. Maximilien finit par débrancher l'appareil. « Il faut que j'aille à la masse. Prévenir Fatima et les autres. J'y vais avec vous. »« Non, si on nous voit ensemble là-bas maintenant, Maximilien, nous sommes mariés. Pour le meilleur et pour le pire, non ?» Il la regarda avec une intensité nouvelle. « Ce N n'était pas prévu dans notre contrat. »
Tant pis pour le contrat. La masse grouillait déjà d'activité quand ils arrivèrent. Fatima les accueillit avec un sourire forcé. Mais Victorine vit l'inquiétude dans ses yeux. « Monsieur Max, les autres mères sont parties tôt ce matin avec leurs enfants. Elles ont eu peur. Et vous? Moi, j'ai confiance en vous. » Elle serra la main de Yasmine qui s'accrochait à sa robe. « Mais ma petite, elle ne comprend pas pourquoi les gens disent du mal de son monsieur Max à la télé. » Maximilien s'agenouilla devant la fillette. « Yasmine, tu te souviens de l'histoire de David et Goliath que je t'ai racontée ?» Elle hocha la tête, les yeux brillants de larmes contenues. « Parfois, les méchants semblent plus forts, mais les gentils ont une arme secrète. Tu sais laquelle? L'amour, murmura-t-elle. Exactement. Et tant qu'on s'aime les uns les autres, les méchants ne peuvent pas gagner. Victorine sentit sa gorge se serrer. Comment cet homme pouvait-il être accusé de malveillance alors qu'il incarnait la bonté même? En milieu d'après-midi, les premières camionnettes de journalistes apparurent au bout du chemin. Maximilien prit une décision radicale. « Fatima, rassemblez tout le monde, nous partons. » « Où ça? Au château, au grand jour. S'ils veulent un scandale, donnons-leur un spectacle. » 1 heure plus tard, une procession insolite remontait l'allée principale du château de Montclair. Maximilien en tête, tenant la main de Yasmine, suivi des familles portant leurs maigres bagages. Victorine fermait la marche avec le petit Ahmad dans les bras. Les journalistes se précipitèrent, mitraillant la scène. Les questions fusaient. « Monsieur de Montclair, comment justifiez-vous ce mariage arrangé? Est-il vrai que vous exploitez la main-d'œuvre immigrée? Madame de Montclair, combien avez-vous touché pour ce faux mariage ?» Maximilien s'arrêta devant le perron, se retourna face aux caméras. Victorine vit ses mâchoires se crisper, ses poings se serrer. Puis, lentement, il prit la parole. « Mesdames et messieurs de la presse, vous voulez la vérité? La voici. » Sa voix porta dans l'air du soir, claire et déterminée. « Oui, mon mariage avec Victorine était initialement un arrangement. Oui, j'avais besoin d'une épouse pour hériter. Mais ce que vous ne comprenez pas, c'est que cette femme extraordinaire, il chercha sa main, la serra fort. Cette femme m'a appris ce qu'était l'amour véritable. » Victorine le regarda, stupéfaite. Il ne jouait plus un rôle, il disait la vérité. Quant à ces familles, elles ne sont pas mes employés, elles sont mes invités. Ces enfants ne sont pas exploités, ils sont chéris. Et si aimer son prochain est un crime en France, alors oui, je suis coupable. Un murmure parcourut l'assistance. Yasmine lâcha sa main et courut vers les journalistes. « Monsieur Max n'est pas méchant !» cria-t-elle en français, avec son accent charmant. « Il nous raconte des histoires, et il fait les meilleurs gâteaux du monde. » D'autres enfants la rejoignirent, formant un rempart humain devant Maximilien. Fatima s'avança à son tour. « Cet homme nous a sauvés. Mes enfants vont à l'école, ils mangent à leur faim, ils dorment au chaud. Qui oserait dire que c'est mal ?» Victorine sentit son cœur exploser d'amour et de fierté. Elle s'avança, prit le micro qu'un journaliste lui tendait. « Vous voulez savoir si j'aime mon mari ?» Sa voix tremblait de émotion. « Je l'aime plus que ma propre vie. Pas pour son argent, pas pour son titre. Je l'aime pour l'homme qu'il est vraiment. Un homme qui transforme sa douleur en espoir pour les autres. » Dans la foule de journalistes, elle vit des visages émus, des caméras qui s'abaissaient. L'un d'eux, une jeune femme, essuya discrètement une larme. Ce soir-là, installées dans les chambres d'amis du château, les familles découvraient un luxe qu'elles n'avaient jamais connu. Mais le plus beau, était le sourire de Maximilien quand Yasmine s'endormit, blottie contre lui sur le canapé du salon. « Vous le pensez vraiment ?» lui demanda-t-il plus tard, alors qu'ils regardèrent les étoiles depuis la terrasse. « Quoi donc? Que vous m'aimez plus que votre propre vie ?» Victorine se tourna vers lui, vit la vulnérabilité dans ses yeux, chaque mot. Et quand il l'embrassa sous les étoiles de Provence, elle sut que leur histoire d'amour ne faisait que commencer. L'amour véritable naît parfois des cendres de nos plus grandes peurs, pour fleurir plus beau que tout ce qu'on avait osé rêver. 3 semaines après les révélations de la presse, le château de Montclair vivait une révolution silencieuse. Les journaux avaient d'abord crié au scandale, puis l'opinion publique avait basculé. Les réseaux sociaux étaient emparés de l'histoire de K, la petite Yasmine, et du baron au grand cœur. Des dons affluaient de toute la France pour soutenir l'initiative de Maximilien. Mais le plus beau changement, était dans les yeux de son mari. Victorine l'observait ce matin-là depuis la fenêtre de leur chambre. Ils partageaient désormais la même suite depuis cette nuit magique sous les étoiles où tout avait basculé. Maximilien était dans le jardin avec les enfants, leur apprenant à reconnaître les différents cépages. Yasmine pendue à son bras,
Ahmad sur ses épaules, il rayonnait d'un bonheur qu'elle ne lui avait jamais vu. Madame de Montclair, Marie, la nouvelle gouvernante qu'ils avaient engagée pour aider avec les familles, frappa doucement à la porte. « Vous avez de la visite. » En descendant au salon, Victorine découvrit une surprise qui lui coupa le souffle. Sa mère, Bastien et Théo, assis dans les fauteuils Louis XVI, visiblement intimidés par le décor mais souriants. « Maman !» Elle se jeta dans les bras d'Isabelle. « Qu'est-ce que vous faites là ?»« Ton mari nous a invités, » expliqua Bastien en se levant. « Il a dit qu'il était temps qu'on fasse vraiment connaissance. » Théo hocha la tête, l'air ému. « Il nous a aussi proposé de venir travailler ici, finir nos études tout en apprenant la viticulture avec lui. Et moi, il m'a demandé si j'aimerais m'occuper des enfants de la masse, leur donner des cours de français. » Les yeux d'Isabelle brillaient. Ça me rappellerait mes années d'institutrice. Victorine sentit sa gorge se serrer d'émotion. Maximilien réunissait leurs deux familles, créant ce qu'elle n'avait jamais osé espérer, un vrai foyer. « Où est-il » demanda-t-elle. « Aux vignes, avec M. Beaumont » répondit Marie. « Il vous attend pour la grande annonce. » 1 heure plus tard, tout le domaine était rassemblé dans la cour d'honneur. Employés, familles hébergées, enfants, journalistes, car oui, ils continuaient de suivre cette histoire qui passionnait la France entière. Maximilien se tenait debout sur les marches du perron, Victorine à ses côtés. Dans sa main, une liasse de documents officiels. « Mes amis, » commença-t-il, sa voix portant dans l'air tiède de septembre. « Il y a 2 mois, j'ai épousé cette femme extraordinaire pour sauver mon héritage. Aujourd'hui, je veux vous annoncer que nous créons ensemble quelque chose de bien plus précieux qu'un patrimoine. » Il leva les papiers. « Voici l'acte de création de la Fondation Petit Soleil. Une association reconnue d'utilité publique qui aura pour mission d'accueillir, d'héberger et d'accompagner les familles de travailleurs saisonniers et leurs enfants. » Des applaudissements éclatèrent. Fatima essuya discrètement ses larmes. « Cette fondation sera dirigée par ma femme, Victorine, qui reprendra également l'enseignement pour créer une école au sein même du domaine. » Victorine le regarda, stupéfaite. « Maximilien, chaque enfant mérite une chance, » continua-t-il en se tournant vers elle. « Chaque famille mérite la dignité, et chaque rêve mérite d'être réalisé. » Il prit sa main devant l'assemblée émue. « Il y a quelque chose d'autre que je veux dire publiquement. » Sa voix se fit plus douce, plus intime. « Victorine, quand tu as accepté ce mariage, tu croyais échanger ta liberté contre la sécurité de ta famille. Mais tu m'as donné bien plus que ce que notre contrat prévoyait. Tu m'as rendu à la vie. Les caméras se rapprochèrent, captant chaque émotion. J'ai été marié une première fois. J'ai aimé, j'ai perdu. J'ai cru que plus jamais je ne pourrais aimer. » Sa voix se brisa légèrement. « Puis tu es arrivé, avec ta force, ta générosité, ta façon de voir le beau même dans la douleur. Tu as réveillé mon cœur endormi. » Victorine sentait les larmes couler sur ses joues. « Alors aujourd'hui, devant nos familles, devant nos amis, devant le monde entier, je veux te poser une question. » Il sortit de sa poche un écrin de velours bleu. « Victorine Dubois-Martel de Montclair, accepterais-tu de m'épouser? Vraiment, cette fois ?» L'écrin s'ouvrit sur une bague magnifique, non pas un solitaire traditionnel, mais une création unique, 3 pierres entrelacées représentant le passé, le présent et l'avenir. « Pour l'amour, » souffla-t-elle, « pour l'amour, pour Gabriel qui nous observe, pour ces enfants qui nous entourent, pour cette vie nouvelle que nous construisons ensemble. » Yasmine S. échappa des bras de Fatima et courut vers eux. « Dis oui, Madame Victorine, dis oui. » À bientôt, tous les enfants les entourèrent, scandant « Oui, oui, oui », comme une litanie joyeuse. Victorine regarda cet homme qui avait brisé toutes ses certitudes, qui lui avait appris que l'amour pouvait naître de l'arrangement le plus froid, que la générosité pouvait guérir les blessures les plus profondes. « Oui », dit-elle simplement. « 1000 fois, oui. » Quand il glissa la bague à son doigt, par-dessus l'alliance du mariage arrangé qu'elle ne quittait plus, quand leurs lèvres se joignirent sous les acclamations de leur famille élargie, Victorine sut qu'elle vivait le plus beau jour de sa vie. Ce soir-là, sous les étoiles de Provence, dans les jardins illuminés du château, ils dansèrent sur la vie en rose. Autour d'eux, leurs invités, aristocrates et ouvriers agricoles, enfants de toute nationalité et anciens de Châteauneuf, célébraient ensemble cette union née de la nécessité et consacrée par l'amour. « Tu regrettes » murmura Maximilien en la faisant tourner. « Quoi donc ? D'avoir accepté ce marché fou d'un homme brisé ?» Victorine sourit, caressa sa joue. « Cet homme brisé m'a mené vers l'amour de ma vie. Comment pourrais-je regretter ? Parfois,
Le destin emprunte les chemins les plus inattendus pour nous conduire exactement là où nous devions être. L'amour véritable, c'est comme les vignes de Provence. Il grandit lentement, s'enracine profondément et donne les plus beaux fruits quand on s'y attend le moins. Anki, dans le soleil de juin, caressait doucement les vignobles du château de Montclair, transformant chaque grappe naissante en petite promesse dorée. Depuis la terrasse de la Masse restaurée, désormais baptisée Maison Petit Soleil, Victorine observait le ballet familier des familles qui s'activaient dans ce qui était devenu bien plus qu'un refuge, un véritable village. 15 familles vivaient maintenant en permanence sur le domaine. Les anciens bâtiments agricoles avaient été transformés en logements confortables. Elle, école qu'elle dirigeait, accueillait 32 enfants de 12 nationalités différentes, et le potager communautaire nourrissait désormais tout le petit monde de la fondation. Madame Victorine, la voix de Yasmine, maintenant âgée de 8 ans et parfaitement bilingue, la tira de sa contemplation. Monsieur Max dit que vous devez venir voir quelque chose. Victorine sourit en posant sa main sur son ventre légèrement arrondi. À 4 mois de grossesse, elle commençait tout juste à montrer, mais déjà, toute la communauté protégeait précieusement ce secret de joie. Elle suivit Yasmine à travers les allées fleuries du domaine, saluant au passage Fatima qui enseignait la cuisine marocaine à un groupe d'adolescents, Ahmad qui aidait Bastien à réparer un tracteur, Elena qui donnait des cours de couture au maire du village. 2 ans plus tôt, quand le scandale avait éclaté, personne n'aurait pu imaginer que cette histoire ferait école. Aujourd'hui, 12 domaines viticoles en France avaient créé des programmes similaires, inspirés par l'exemple de Montclair. Le gouvernement étudiait même un projet de loi pour faciliter l'intégration des travailleurs saisonniers. Maximilien l'attendait près de la vieille fontaine, au centre de ce qui était devenu la place du village. Il tenait dans ses mains une lettre qu'il agitait avec excitation. « Devine, dit-il en l'embrassant tendrement. Dis-moi, l'UNESCO, ils veulent classer la Fondation Petit Soleil au patrimoine culturel immatériel de l'humanité, comme exemple d'intégration réussie par le travail et l'éducation. » Victorine écarquilla les yeux. « Tu es sérieux? Regarde par toi-même. » Il lui tendit la lettre officielle. Il parle de modèles d'humanité applicables universellement. Autour d'eux, les enfants jouaient dans le petit parc aménagé l'année précédente. Des rires en français, arabe, espagnol, roumain se mélangeaient dans une symphonie de bonheur qui était devenue la musique de leur quotidien. « Tu te souviens ?» murmura Maximilien en prenant sa main. « Quand tu m'as dit que Gabriel serait fier de son papa. Bien sûr, j'aimerais penser qu'il serait fier de nous, de cette grande famille que nous avons créée. » Victorine serra sa main plus fort. Il parlait souvent de Gabriel maintenant, sans douleur, avec cette tendresse apaisée qui vient quand on a transformé le chagrin en force de vie. « Il nous regarde, » dit-elle simplement. « Lui et tous ceux qui nous ont menés l'un vers l'autre. Ton grand-père avec son testament impossible, mon père avec ses dettes, même Constance, d'une certaine façon. » Maximilien sourit. Sa sœur était revenue quelques mois plus tôt, rongée par la culpabilité, demandait pardon. Il lui avait confié la gestion financière de la fondation, sa façon de racheter sa trahison en servant quelque chose de plus grand qu'elle-même. Madame Victorine, Monsieur Max. Théo arrivait en courant, tenant son diplôme d'œnologue tout frais. J'ai réussi. Je suis officiellement votre associé. Les félicitations fusèrent de partout. Bastien émergea des vignes. Isabelle sortit de l'école en s'essuyant les mains sur son tablier. Les familles accouraient de toutes parts. En quelques minutes, une fête improvisée s'organisait autour de la fontaine. Quelqu'un apporta une guitare, quelqu'un d'autre du vin du domaine, désormais certifié bio et équitable, et bientôt tout le monde chantait et dansait sous le soleil de Provence. Victorine et Maximilien S. éclipsèrent discrètement vers leur lieu secret, le petit vignoble planté l'année de leur vrai mariage, celui qu'ils appelaient entre eux les vignes de l'amour. Là, au milieu des rangées de grenaches et de syrah qui grandissaient lentement, ils avaient installé un banc simple face aux collines. « J'ai quelque chose pour toi », dit Maximilien en sortant un petit paquet de sa poche. Victorine l'ouvrit avec curiosité et découvrit un carnet de cuir fauve, gravé de leurs initiales entrelacées. « Pour écrire l'histoire de notre famille, » expliqua-t-il, « celle qui commence par nous, mais qui ne finira jamais. Chaque enfant qui grandit ici, chaque famille qui trouve sa place, chaque amour qui naît, tout fait partie de notre histoire. » Elle ouvrit le carnet. Sur la première page, d'une écriture soignée, Maximilien avait écrit « Il était une fois un homme qui avait perdu l'espoir et une femme qui avait oublié ses rêves.
Le destin les réunit par un contrat, mais l'amour les lia pour l'éternité. Et de leur union naquit quelque chose de plus beau que tout ce qu'ils avaient osé imaginer. Une famille choisie, un foyer ouvert, un amour qui guérit et fait grandir. Victorine sentit les larmes monter. C'est magnifique. Ah alors, tu acceptes d'être la chroniqueuse de notre saga. Avec plaisir. Elle posa sa main sur son ventre. Et notre petit prince ou notre petite princesse aura de quoi lire en grandissant. Ils restèrent là un long moment, enlacés sur leur banc, regardant le soleil décliner sur les vignes qu'ils chérissaient. Au loin, les voix de leur famille d'adoption continuaient de chanter, portées par le vent tiède. « Tu sais ce qui me rend le plus heureuse » murmura Victorine. « Dis-moi, c'est que nous n'avons plus besoin de jouer un rôle. Nous pouvons simplement être nous-mêmes, amoureux, imparfaits, mais vrais. Vrais, répéta Maximilien en l'embrassant, et libres d'aimer comme nous le voulons. Quand ils redescendirent vers la maison au coucher du soleil, main dans la main, ils trouvèrent Yasmine qui les attendait avec un nouveau dessin. Cette fois, elle avait représenté le château entouré de vignes, avec une multitude de petites maisons colorées et des dizaines de personnages souriants. Au centre, un couple se tenait par la main devant une grande fontaine. L'homme et la femme portèrent des couronnes de fleurs, et dans le ciel au-dessus d'eux, un petit ange aux boucles brunes veillait sur cette famille arc-en-ciel. « C'est nous », expliqua Yasmine avec fierté. « Tous ensemble, pour toujours. » Victorine regarda Maximilien, vit l'émotion dans ses yeux, et sut qu'elle n'échangerait cette vie contre aucune autre. Car parfois, les plus beaux contes de fées commencent par un mensonge, et se terminent par la plus pure des vérités, l'amour qui transforme tout sur son passage. Fin. Et vous, auriez-vous eu le courage d'accepter un tel marché? Que vous apprend cette histoire sur l'amour véritable? Votre participation au canal est très importante. Laissez votre opinion dans les commentaires. Merci d'avoir regardé. Vos réactions sont très importantes pour notre travail. Laissez-nous un commentaire pour nous dire ce que vous pensez et d'où vous regardez. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne rien manquer. Votre participation est très importante pour la poursuite de notre travail, alors partagez-la avec ceux qui aimeront cette histoire.